La nuit où le monde de Vivian Ashford s'est effondré, il n'y a eu ni cri, ni claquement de porte. Tout a commencé par le clic froid d'un stylo Montblanc. Preston Ashford, l'homme qu'elle aimait depuis 4 ans, a fait glisser une pile de documents sur la table en marbre. L'odeur de l'encre fraîche s'en dégageait encore. L'odeur de la trahison. Il n'a même pas jeté un regard sur son ventre, où leurs enfants grandissaient tranquillement sous le fin tricot de son pull. Vêtu d'un costume Tom Ford, les cheveux parfaitement coiffés, il ressemblait à un magnat de l'immobilier concluant une affaire d'1 million de dollars, et non à un mari mettant fin à son mariage. « Je pars, Vivienne », a-t-il dit d'une voix neutre, comme s'il avait répété cette phrase 100 fois. « Bianca et moi déménageons à Miami. C'est mieux ainsi. Mieux pour lui, mieux pour son empire en pleine expansion, mieux pour le mannequin roux de 24 ans qui lui donnait le sentiment d'être puissant. » Vivienne sentit la pièce basculer. Le sol semblait se dérober sous ses pieds. C'était comme si toute Manhattan venait de trembler, murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Je suis enceinte, Preston. Il ne s'y y a même pas. Alors débrouille-toi. Ou pas, ce n'est plus mon problème. » Son souffle se brisa comme du verre. L'homme qui l'embrassait sur le front chaque soir ne prenait même plus la peine de la regarder dans les yeux. L'homme qui la réconfortait quand elle avait mal au cœur jetait maintenant un coup d'œil à sa montre Psy Philippe, impatient de partir. Lorsque les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière lui, le penthouse sombra dans le silence. Seul le bruit de son cœur battait encore. Instable, irrégulier, paniqué, elle s'agrippa au bord de la table, luttant contre le vertige qui montait dans sa poitrine. Le stress, le choc, la peur. Tout cela s'écroula jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer. Son médecin l'avait prévenu. Son cœur ne pouvait pas supporter de tels chocs. Elle tituba vers la porte, désespérée de trouver de l'air, désespérée de trouver autre chose que ce vide suffocant. Dehors, sur la 5e avenue, les lumières se brouillèrent. La ville tournait. Sa vision s'assombrit. Des pas passèrent. Personne ne s'arrêta. Ses genoux fléchirent juste devant l'hôtel Plaza. Et juste avant qu'elle ne touche le sol, des mains puissantes la rattrapèrent. Des yeux gris acier la regardaient, avec une odeur de bois de cèdre et de nuit d'hiver. Elle ne savait pas qui était cet homme. Elle ne connaissait pas le nom de Marcus Kensington, le nom qui faisait trembler tout le monde criminel de New York. Elle ne savait pas que le parrain le plus puissant de la côte Est était sur le point de changer complètement son destin. Si vous voulez savoir ce qui se passe ensuite, cliquez sur « J'aime » pour soutenir la chaîne. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui aiment les histoires profondément émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer la suite. Marcus Kensington n'avait pas l'habitude d'hésiter. En 20 ans à la tête de la pègre new-yorkaise, il donnait des ordres sans expliquer, agissait sans se remettre en question. Mais ce soir-là, avec cette femme inconnue inerte dans ses bras, quelque chose le fit s'arrêter. Elle était effroyablement légère, émaciée, pâle. Sa peau était froide comme la neige de décembre. Il pouvait sentir son cœur battre à travers le tricot fin de son pull, faillible, irrégulier, comme un oiseau sur le point de se casser les ailes. Victor Vulov, le fidèle garde du corps de Marcus depuis 15 ans, se précipita à ses côtés. Le visage du Russe se crispa lorsqu'il vit la scène. « Patron, nous avons une réunion avec la Familia de Chicago dans 40 minutes. » Marcus ne répondit pas. Il souleva Vivian, un bras soutenant son dos, l'autre sous ses genoux. Elle ne pesait presque rien, comme si la vie l'avait vidée de toute son énergie depuis longtemps. « Préparez la voiture », ordonna Marcus d'une voix qui ne souffrait aucune discussion. Mount Sinai, l'aile privée, Victor ouvrit la bouche, prêt à dire quelque chose au sujet de la réunion, au sujet de l'attente du patron de Chicago, au sujet des millions de dollars en jeu sur la table des négociations. Mais un regard de Marcus le fit taire. La Mercedes Maybach noire brillante glissa vers le trottoir comme une bête de chasse. Marcus monta à l'intérieur, tenant toujours Vivian fermement contre lui. Elle laissa échapper un faible gémissement, la tête penchée sur sa poitrine, les doigts agrippant instinctivement son revers comme si c'était la seule chose qui lui restait. « Démarre », dit Marcus au chauffeur. La voiture s'élança dans la nuit. Les lumières de Manhattan se reflétaient sur les vitres. Marcus baissa les yeux vers le visage de cette femme inconnue. Des larmes coulaient encore sur ses joues, se figeaient par le froid. Ses lèvres étaient bleutées. Sa respiration était superficielle et rapide. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer.
Victor, Chicago. Appels urgents de l'Empire. Il courut. Marcus éteignit son téléphone. Patron. Victor était assis sur le siège avant et se retourna. L'inquiétude se lisait sur son visage. La famille de Chicago ne sera pas contente. Ils ont pris l'avion depuis. Reportez-le. Marcus intervint d'une voix froide comme l'acier. Tout. Reportez tout. Victor se tut. En 15 ans au service de Marcus Kensington, il n'avait jamais vu son patron annuler une réunion pour qui que ce soit. Même lorsque la mère de Marcus était décédée, il s'était présenté à l'heure à la table des négociations. Mais ce soir, pour une inconnue qui s'était effondrée sur le trottoir, Marcus Kensington mettait tout son empire de côté. Le mont Sinaï émergeait de l'obscurité. L'aile privée à laquelle Marcus faisait référence n'apparaissait sur aucune carte. Elle était réservée aux personnes dont l'identité était secrète et dont la vie pouvait être achetée avec de l'argent. Les médecins se précipitèrent dès que la voiture s'arrêta. Ils ne demandèrent pas le nom de la patiente. Ils ne demandèrent pas qui était Marcus pour elle. Ils travaillèrent simplement, rapidement, professionnellement, en silence. Vivian fut placé sur un brancard et poussé dans la salle des urgences. Marcus suivit d'à grands pas, passant devant les infirmières qui tentaient de lui barrer le chemin. « Monsieur, vous ne pouvez pas. Si je peux. » Marcus ne ralentit pas, et je resterai ici jusqu'à ce qu'elle soit stabilisée. Les portes des urgences se refermèrent. Marcus resta dehors, regardant à travers la petite fenêtre. Les médecins travaillaient, les machines bipaient, une perfusion était fixée au bras de Vivien. Victor se tenait à côté de lui, observant silencieusement son patron. « Qui est-elle » demanda-t-il doucement. Marcus ne répondit pas. Parce qu'il ne le savait pas non plus. Il ne savait qu'une seule chose. Ses yeux, dans le bref instant avant qu'elle ne s'évanouisse, reflétaient une douleur qu'il reconnaissait. La douleur de la trahison, la douleur d'être abandonné, la même douleur qu'il portait depuis 8 ans. Et pour une raison qu'il ne pouvait toujours pas expliquer, Marcus Kensington décida que ce soir-là, il ne laisserait pas cette femme seule. À 2 heures du matin, le couloir de l'hôpital était aussi vide qu'un cimetière. Marcus était assis sur une chaise en plastique dur, les coudes appuyés sur les genoux, les yeux gris rivés sur les portes des urgences. Victor se tenait à quelques pas de lui, le téléphone collé à l'oreille. Il parlait en russe, d'une voix basse et pressante. Des ordres courts, des questions tranchantes, comme des lames de rasoir. Le réseau de renseignement de l'organisation tournait à plein régime. 10 minutes plus tard, Victor mit fin à l'appel. Son visage était devenu étrangement pâle. « Patron. » Marcus leva les yeux. Il comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Victor Volkov était le genre d'homme qui avait été témoin des pires horreurs du monde souterrain sans que son expression ne change d'un iota. Mais à cet instant, il y avait dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude. « J'ai découvert qui elle est. » Marcus se leva, grand et imposant dans son costume noir. « Parle. » Victor déglutit. « Elle s'appelle Vivian Ashford. Elle a 27 ans. Elle n'a pas d'emploi, pas de bien à son nom, pas d'assurance maladie. » Marcus fronça les sourcils. Ashford. Ce nom résonna dans son esprit comme une sonnette d'alarme. Elle est mariée depuis 4 ans. Victor continua, ralentissant le rythme de sa voix comme s'il pesait chaque mot. Son mari s'appelle Preston Ashford. Le monde s'arrêta. Marcus resta là, immobile comme une statue. Ce nom, le nom qu'il avait gravé dans son cœur pendant 8 ans, le nom qu'il s'était juré de ne jamais oublier jusqu'à la fin de ses jours. Preston Ashford. Le souvenir le frappa comme un raz de marée. Il y a 8 ans, Marcus avait alors 28 ans et bâtissait son empire sur les cendres laissées par son père. Preston Ashford était un partenaire commercial, un jeune agent immobilier au sourire charmant et aux promesses alléchantes. Ils travaillaient ensemble sur un contrat important, un projet qui pouvait modifier l'équilibre des pouvoirs sur la côte Est. Mais Preston avait ses propres calculs. Il vendit des informations à un rival. Il divulgua l'itinéraire de Marcus à des personnes qui voulaient sa mort. Il tendit un piège parfait, puis s'enfuit en toute sécurité avec des millions dans ses poches. Et Daniel, le frère de Marcus âgé de 22 ans, qui se trouvait là par hasard lors de cette livraison nocturne, l'a payé de sa vie. Marcus s'en souvenait encore avec une brutalité saisissante. Les coups de feu déchirant l'obscurité, l'odeur de la poudre et du sang. Daniel étendu sur le béton froid, les yeux encore ouverts, la bouche essayant encore de prononcer le nom de Marcus. Marcus a pris son frère dans ses bras et a senti la chaleur le quitter seconde après seconde.
Daniel est mort dans ses bras et Preston Ashford a disparu comme s'il n'avait jamais existé. Marcus l'a recherché pendant 8 ans. Preston a changé de secteur d'activité et a passé les 7 dernières années à bâtir son empire en Europe pour échapper à Marcus. Il n'est revenu à Manhattan qu'il y a 6 mois, se cachant derrière une façade légale impeccable en tant que magnat de l'immobilier célébré par la haute société. Mais Marcus n'a pas oublié. Marcus n'oublia jamais. « Patron », dit Victor doucement, le ramenant au présent. Marcus serra le poing, ses jointures blanchirent, la rage coula dans ses veines comme de la lave volcanique. Mais à l'extérieur, il resta de glace. C'est ce qui rendait Marcus Kensington terrifiant. Il n'explosait pas. Il brûlait tout en silence. « Preston Ashford », répéta Marcus, d'une voix basse comme le grognement d'un prédateur. « Et sa femme est allongée là-dedans. » Victor acquiesça. « D'après ce que j'ai compris, Preston a demandé le divorce ce soir. Il l'a quitté pour un mannequin nommé Bianca Moretti. Ils sont en route pour Miami. » Marcus regarda à travers la petite fenêtre de la salle des urgences. Vivian était allongée là, petite et fragile, entourée de machines et de perfusions. Une femme que Preston avait jetée comme un déchet. Une femme qui portait l'enfant de l'homme qui avait tué le frère de Marcus. Une pensée lui traversa l'esprit. Peut-être était-ce le destin. Peut-être était-ce l'occasion qu'il attendait depuis 8 ans. « Découvre tout ce que tu peux sur Preston », dit Marcus d'une voix dénuée d'émotion. « Ses biens, ses entreprises, ses associés, sa maîtresse, tout ce qu'il cache. Je veux savoir ce qu'il mange, où il dort, comment il respire. » Victor acquiesça et se détourna. « Victor », l'arrêta-t-il. Marcus garda les yeux fixés sur la pièce, mais sa voix portait le serment des ténèbres. Cette fois, il ne s'en tirera pas. Une lumière blanche pénétra à travers les paupières de Vivien. Elle sentit l'odeur de l'antiseptique avant de comprendre où elle se trouvait. Sa tête lui lançait comme si elle était fendue par un marteau. Sa gorge était irritée et brûlante. Tout son corps était lourd, comme si quelqu'un avait versé du plomb dans ses os. Elle cligna des yeux 1 fois, 2 fois. Le plafond d'un blanc éclatant apparut lentement. Un bip régulier retentissait près de son oreille. Une perfusion était fixée au dos de sa main. Un hôpital. Elle était à l'hôpital. Les souvenirs l'envahirent comme un torrent. Preston. Les papiers du divorce. Bianca. Miami. Débrouille-toi. Ce n'est plus mon problème. Vivien se redressa brusquement, le cœur battant à tout rompre, la panique lui serrant la poitrine. Mais elle réalisa aussitôt qu'elle n'était pas seule. Un homme était assis sur une chaise à côté de son lit. Il était grand, avait les cheveux noirs et portait un costume sombre froissé, comme s'il avait passé la nuit ici. Ses yeux gris acier la fixaient. Vivien recula, le dos heurtant la tête de lit. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix rauque, terrifiée. « Où suis-je? Que se passe-t-il » L'homme ne se précipita pas pour répondre. Il se leva lentement, gardant ses distances comme s'il ne voulait pas l'effrayer davantage. « Vous vous êtes évanoui sur le trottoir de la 5e avenue, » dit-il d'une voix basse et maîtrisée. « Je vous ai amené ici, vous êtes en sécurité. » « En sécurité ?» Le mot sonnait comme une plaisanterie amère. Vivian ne savait plus ce que signifiait « en sécurité ». La porte s'ouvrit. Une femme d'âge moyen vêtue d'une blouse blanche entra, suivie d'une infirmière. Son visage était sérieux, mais pas méchant. Elle avait le sang-froid de quelqu'un habitué aux cas difficiles. « Mademoiselle Ashford, je suis le Dr. Rachel Coleman, dit-elle en s'approchant du lit. Vous avez subi un grave choc cardiaque. Nous vous avons stabilisé, mais il y a certaines choses que vous devez savoir. » Vivian sentit son sang se glacer. Elle savait. Elle savait que quelque chose de terrible allait arriver. Le Dr. Coleman l'observait attentivement. « Saviez-vous que vous étiez enceinte? » Vivian acquiesça faiblement. « Je le savais. Je l'ai découvert à la fin de mon 1er trimestre, mais j'avais trop peur de la réaction de Preston pour lui en parler. Jusqu'à récemment. » Le médecin prit une profonde inspiration. « Mademoiselle Ashford, l'échographie montre que vous n'attendez pas un seul bébé. Vous en attendez 3. » La pièce se mit à tourner. Vivian était sûre d'avoir mal entendu. 3. 3 bébés. Oui, des triplés. Le Dr. Coleman fit une pause, lui laissant le temps d'assimiler la nouvelle. « Et avec votre problème cardiaque, cette grossesse est extrêmement dangereuse. » Vivian secoua la tête, les larmes coulant avant qu'elle ne puisse les retenir. « Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Je ne peux pas.
Votre cardiopathie congénitale rend déjà une grossesse unique très risquée, poursuivit le médecin, avec douceur, mais sans pouvoir cacher son inquiétude. Avec 3 bébés, votre cœur devra travailler beaucoup plus que la normale. Tout choc émotionnel pourrait vous mettre, vous et les bébés, en danger. 3 enfants, 3 petites vies qui grandissaient en temps d'elle. Et Preston, leur père, était parti sans même se retourner. Vivienne sentit son monde s'écrouler une deuxième fois en moins de 12 heures. Elle n'avait plus de maison, plus d'argent, plus d'assurance, plus personne. Et maintenant, elle devait affronter seule la grossesse la plus dangereuse de sa vie. Un sanglot déchirant s'échappa de sa gorge, rauque et désespérée. Elle se couvrit le visage des 2 mains, les épaules secouées de sanglots. La douleur lui déchirait la poitrine, pire que le choc cardiaque qui l'avait amenée ici. Puis elle sentit une main chaude, ferme, se poser sur les siennes avec une douce fermeté. Vivien leva les yeux à travers ses larmes. L'homme inconnu se tenait près de son lit, sa main dans la sienne. Ses yeux gris n'étaient plus froids. Il y avait quelque chose en eux qu'elle ne reconnaissait pas, ou plutôt quelque chose qu'elle n'osait pas croire. « Vous n'êtes pas Bill » dit-il d'une voix basse et assurée. « Je suis là » dit-il. Vivienne le fixa, perdue dans la tempête qui l'engloutissait. « Pourquoi » murmura-t-elle, la voix brisée. « Pourquoi m'aidez-vous »« Vous ne savez même pas qui je suis. » Marcus Kensington la regarda, et à cet instant, il se souvint de Daniel. Il se souvint de la nuit où son frère était allongé dans ses bras et lui avait posé la même question avant de fermer les yeux. « Pourquoi, grand frère » Il ne répondit pas à Vivien. Il se contenta de serrer un peu plus fort sa main. Et pour la première fois depuis des heures, Vivien sentit une fragile lueur d'espoir vaciller dans l'obscurité. 3 jours passèrent à l'hôpital. 3 jours pendant lesquels Vivien resta allongé entre 4 murs d'un blanc immaculé, fixant le plafond, se demandant où elle irait dès qu'elle sortirait de cet endroit. Le penthouse n'était plus sa maison. Preston avait changé les serrures le soir même de son départ. Elle le savait parce qu'une infirmière lui avait apporté son téléphone et qu'un message de l'immeuble s'était affiché à l'écran. Froid et clinique. À la demande de M. Ashford, votre carte d'accès a été désactivée. Elle n'avait pas de famille à New York. Ses parents vivaient dans l'Ohio, avec une petite pension de retraite. Ils n'avaient même pas les moyens de s'acheter des billets d'avion pour lui rendre visite, encore moins de subvenir aux besoins d'une fille enceinte de triplé et souffrant d'une maladie cardiaque. Vivienne regarda par la fenêtre où Manhattan s'étendait comme une mer de lumière. La ville des rêves, la ville qui l'avait écrasée sans pitié. On frappa doucement à la porte. Marcus entra, toujours vêtu de son habituel costume noir. Mais aujourd'hui, il portait une maillette en cuir. « Le Dr. Coleman dit que vous pouvez sortir demain matin, » dit-il en posant la mallette sur la table. « Où allez-vous aller? » C'était une question simple, mais elle transperça Vivien comme un couteau. Elle n'avait pas de réponse. Elle n'avait rien. « Je m'en occuperai moi-même, » dit-elle, essayant de paraître calme, mais sans y parvenir. Marcus l'observait, ses yeux gris lisant chaque ride de son visage. Il ne souligna pas le mensonge évident. Au lieu de cela, il ouvrit la mallette et en sortit un dossier de documents. « J'ai une proposition à vous faire, » dit-il. « Je possède un domaine à Long Island. C'est calme, sécurisé, spacieux, et il y a du personnel médical sur place. Vous pouvez y rester jusqu'à votre accouchement. » Vivien cligna des yeux, persuadé d'avoir mal entendu. « Vous m'invitez à vivre dans votre maison. »« Oui. Pourquoi ?» Elle secoua la tête, confuse et méfiante. « Vous ne me connaissez pas. Je ne vous connais pas. Je ne sais même pas ce que vous faites dans la vie. » Marcus ne répondit pas. Il se contenta de dire « Vous avez besoin d'un endroit sûr. Je peux vous l'offrir. » La colère monta en Vivien, mêlée à la honte et à l'orgueil blessé. Elle avait tout perdu. Son mari, sa maison, son argent, sa dignité, et maintenant, un inconnu lui offrait sa charité. « Je ne suis pas une mendiante, » dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. « Je n'ai pas besoin de votre pitié. » Marcus ne broncha pas devant son refus. Il approcha une chaise et s'assit à hauteur de ses yeux, et sa voix baissa d'un ton qu'elle n'attendait pas. « Ce n'est pas de la pitié, Vivien. » C'était la première fois qu'il prononçait son nom. Le son de ce nom la paralysa. « Je vous ai vu tomber sur le trottoir, » poursuivit-il d'une voix basse et posée. « Je vous ai vu seul parmi des milliers de passants, et aucun d'entre eux ne s'est arrêté. Je suis resté assis devant les urgences pendant 6 heures, attendant que le médecin me dise si vous étiez en vie ou non.
Vivian eut la gorge serrée. Tu portes 3 bébés, dit Marcus. Ton cœur est faible. Tu n'as ni maison, ni argent, ni personne à tes côtés, et tu me dis que tu vas t'en sortir toute seule. Les larmes montèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Elle se détestait de pleurer devant lui. Elle détestait sa propre faiblesse. Je ne te demande pas d'être forte, dit Marcus d'une voix étrangement douce. J'ai juste besoin que tu vives, toi et ces 3 bébés. Vivien l'étudia, cherchant la tromperie, le calcul, tout ce qui lui était familier, tout ce qu'elle avait appris à attendre de Preston. Mais dans ses yeux froids et gris, elle ne vit qu'une chose qu'elle n'osait croire. La sincérité. Si j'accepte, murmura-t-elle, je te rembourserai d'une manière ou d'une autre, un jour. Marcus acquiesça légèrement. Très bien. Elle prit une inspiration tremblante et capitula. D'accord, j'irai. Et tandis qu'elle prononçait ces mots, elle n'avait aucune idée qu'elle venait de faire un pas dans un monde complètement différent. Un monde de ténèbres, de pouvoir et de secrets mortels. La Mercedes Maybach s'engagea sur une longue allée qui semblait s'évanouir dans le lointain. Des pins verts foncés de chaque côté étaient enveloppés dans la brume matinale. Vivienne était assise à l'arrière, les yeux rivés sur la vitre, les yeux écarquillés à chaque seconde qui passait. Elle avait imaginé une grande maison, peut-être une villa à 2 étages avec un jardin fleuri et une clôture blanche, quelque chose qui sortait tout droit d'un film américain qu'elle avait vu autrefois. Mais ce qui se dressait devant elle n'était pas une villa, c'était une forteresse. Une structure massive de pierre et de verre s'élevait sur un immense terrain face à la mer. Les lignes modernes se mêlaient à la sévérité d'antan, comme si l'endroit avait été construit pour les rois d'une nouvelle ère. Vivian compta au moins 12 caméras de sécurité rien que sur le portail principal. Des hommes en costume noir étaient répartis sur tout le terrain, des écouteurs à l'oreille, les yeux balayant toutes les directions. Victor lui ouvrit la portière de la voiture et dit « Bienvenue à Long Island, mademoiselle Ashford. » Vivian sortit, les jambes légèrement chancelantes. L'air salé et froid envahit ses poumons, et elle se sentit pitoyablement petite face à toute cette grandeur. Marcus l'attendait à l'entrée principale. Il ne portait pas de costume aujourd'hui, seulement une chemise noire aux manches retroussées. Pourtant, l'autorité qui l'entourait était si forte que les gens baissaient automatiquement la tête lorsqu'il passait. « Votre chambre est au 2e étage, » dit-il en la conduisant à l'intérieur. Une infirmière est de garde 24 heures sur 24. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il suffit de le dire. Vivian le suivit comme dans un rêve. L'intérieur était encore plus impressionnant que l'extérieur. Le plafond était très haut, avec un lustre en cristal, et le sol en marbre était poli comme un miroir reflétant la lumière. Des tableaux accrochés au mur valaient certainement des millions de dollars. Preston était riche, mais Preston n'était pas aussi riche. La chambre qui lui était destinée était aussi grande que l'appartement dans lequel elle avait vécu autrefois. Un lit king-size recouvert de draps d'un blanc immaculé. Un balcon donnant sur l'océan. Une salle de bain privée revêtue de granit et un placard flambant neuf rempli de tout. Des chemises de nuit au manteau d'hiver. « J'ai deviné ta taille, » dit Marcus lorsqu'il la vit regarder la garde-robe. « Si quelque chose ne vous va pas, quelqu'un le remplacera immédiatement. » Viv ne savait pas quoi dire. Elle se contenta d'acquiescer, la gorge serrée. La première journée se passa dans le silence. Elle mangea seule, dormit seule. Marcus disparut dans une pièce au bout du couloir et ne réapparut qu'au soir. La nuit tomba. Vivian ne pouvait pas dormir. Allongée, elle fixait le plafond, écoutant les vagues au loin, se demandant ce qu'elle faisait là. Puis elle entendit une voix, basse, froide, qui résonnait depuis le balcon en contrebas. Vivian enfila sa robe de chambre et ouvrit doucement sa porte. Le couloir était vide. Elle avança sans bruit sur la moquette, suivant la voix. Marcus se tenait sur le balcon, un téléphone collé à l'oreille, lui tournant le dos, le clair de lune baignant sa silhouette élancée comme si l'obscurité elle-même l'avait sculpté. « Je me fiche de savoir qui il est. » La voix de Marcus transperça la nuit, tranchante comme une lame. « S'il touche encore une fois à ma cargaison, coupe-lui la main, les 2 mains. » Vivian se figea. « Et le traître à Brooklyn, » continua Marcus. « Je veux qu'il disparaisse complètement, sans laisser de traces. » Le sang de Vivian se glaça. Elle recula d'un pas, puis d'un autre, le cœur battant à toute rompre dans sa poitrine. Disparaître. Complètement.
sans laisser de traces. Ce n'était pas le langage d'un homme d'affaires. C'était le langage d'un monde qu'elle n'avait vu que dans les films policiers. Elle se précipita dans sa chambre, ferma la porte, se plaqua contre le mur, respirant rapidement. Marcus Kensington n'était pas un homme gentil qui l'avait sauvé par hasard. Il était quelque chose de bien plus dangereux, et elle venait de pénétrer sur son territoire. Toute la nuit, Vivienne ne parvint pas à dormir. Elle resta allongée sur le lit, les yeux grands ouverts dans le noir. Les mots de Marcus résonnaient dans sa tête comme une mélodie obsédante. Couper sa main, le faire disparaître, nettoyer, elle vivait sous le toit d'un tueur. Mais lorsque l'aube se leva et que la lumière du soleil inonda la pièce, Vivienne dut affronter une vérité amère. Elle n'avait nulle part où aller, personne vers qui se tourner. Qui que fût Marcus, quoi qu'il fît dans l'ombre, il était le seul à ne pas l'avoir abandonné. Vers midi, elle descendit dans le salon à la recherche de quelque chose à manger. La pièce était immense. Un grand écran plat était accroché au mur. Une femme de ménage était en train de nettoyer, et lorsqu'elle vit Vivienne, elle baissa la tête en signe de salut, puis alluma la télévision pour elle avant de partir. Une chaîne d'information diffusait un événement sur le tapis rouge à Miami. Vivienne s'apprêtait à changer de chaîne lorsque son regard s'arrêta. Preston. Il se tenait là, au milieu d'une tempête de flash, vêtu d'un élégant smoking noir, les cheveux parfaitement gominés, arborant son charmant sourire, et à ses côtés se trouvait Bianca Moretti, vêtue d'une robe rouge fendue, les cheveux roux comme le feu, accrochés à son bras avec une affection évidente. Ils formaient le couple parfait, comme si Vivienne n'avait jamais existé. « Monsieur Ashford, pouvez-vous nous parler de votre précédent mariage ?» demanda un journaliste. Pressé de questions, son visage se transforma en une expression de tristesse soigneusement répétée. Ce fut une période difficile. Mon ex-femme Vivienne a des problèmes psychologiques. J'ai essayé de l'aider, d'être à ses côtés, mais il s'interrompit et secoua la tête comme s'il ne pouvait se résoudre à continuer. Bianca se pencha vers lui, la voix empreinte d'une fausse compassion. Preston a traversé tellement d'épreuves. Elle n'est pas stable et elle a parfois même des délires. Nous espérons qu'elle recevra l'aide dont elle a besoin. Le journaliste acquiesça. Des rumeurs circulent selon lesquelles Mlle Ashford serait enceinte. Preston haussa les épaules, son expression devenant glaciale. Je ne sais rien à ce sujet. Et honnêtement, étant donné son état mental, je ne suis pas sûr que la maternité soit la bonne décision pour elle. La télécommande glissa des mains de Vivienne. Elle ne pouvait plus respirer, ni penser, ni faire quoi que ce soit, sauf fixer l'écran, comme si elle regardait l'enfer. Preston était en train de la détruire devant le monde entier. Il la transformait en une femme folle, un fardeau, une femme incapable d'être mère. Et les gens le croyaient. Bien sûr qu'ils le croyaient. Preston Ashford, homme d'affaires prospère, beau, charmant. Et qui était-elle? Une femme sans nom, sans voix. Les larmes coulaient avant qu'elle ne puisse les retenir. Elle s'effondra sur le sol, les bras autour de son ventre, sanglotant. 3 bébés en elle. 3 vies dont le père venait de les renier publiquement et de la couvrir de honte. Vivienne. Une voix grave retentit derrière elle. Elle ne se retourna pas. Elle ne voulait pas que quelqu'un la voie ainsi, encore moins Marcus. Mais il était là. Il avait tout vu. Marcus s'approcha, prit la télécommande et éteignit la télévision. L'écran devint noir, mais les paroles de Preston flottaient encore dans l'air comme une fumée toxique. « Il est en train de me détruire », murmura Vivienne, la voix brisée. « Il a l'argent, le pouvoir, les médias, et moi, je n'ai rien. » Marcus s'accroupit devant elle. Ses yeux gris fixaient les siens sans ciller. « Tu m'as, moi. » Vivienne secoua la tête, les larmes coulant toujours. « Tu ne comprends pas. Tu ne peux pas lutter contre Preston. » Personne ne le peut. Un léger sourire effleura les lèvres de Marcus, sans chaleur. Le sourire d'un prédateur qui venait de trouver sa proie. « Vivienne, » dit-il d'une voix grave comme un tonnerre lointain. « Tu ne sais pas qui je suis. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Mais je te promets une chose. » Il se leva et regarda par la fenêtre où l'océan s'étendait à l'infini. « Preston Ashford regrettera ce qu'il t'a fait, et il paiera pour chaque mensonge qu'il a dit aujourd'hui. » Vivienne le regarda, le cœur battant à tout rompre. Elle ne savait pas si elle devait le croire ou le craindre. Peut-être les deux. Mais dans la tempête qui l'engloutissait, Marcus Kensington était la seule ancre qui lui restait. Une semaine passa. Vivienne s'habitua peu à peu au rythme de la vie dans le domaine.
Elle mangeait à heure fixe, prenait ses médicaments à la bonne dose, se promenait dans le jardin quand le temps le permettait. Une infirmière vérifiait son cœur tous les jours. Le docteur Coleman venait 2 fois par semaine. Tout était parfait, trop parfait. Mais la question de Marcus la hantait encore chaque nuit. Qui était-il? Que faisait-il? Comment pouvait-il dire des choses aussi terrifiantes sans que sa voix ne tremble? Vive essaya de chasser ses pensées. Elle se dit qu'elle ne devait pas être curieuse, que sa sécurité et celle des 3 bébés importaient plus que toute réponse. Mais son instinct l'empêchait de détourner le regard. Cet après-midi-là, Marcus était sorti. Victor n'était pas là non plus. Le domaine était étrangement calme. Vivian errait dans le couloir, ses pieds la portant là où son regard se posait. Elle s'arrêta devant la dernière pièce du premier étage, celle où elle n'avait jamais vu personne entrer. La porte était en chêne massif, différente des autres portes de la maison. Elle n'avait pas l'intention d'entrer. Vraiment pas. Mais lorsque sa main toucha la poignée et la fit tourner, ses jambes la portèrent au-delà du seuil. C'était un bureau, avec un bureau en noyer, des étagères allant jusqu'au plafond et une vitrine dans un coin. Vivian s'immobilisa. À l'intérieur de la vitrine se trouvaient des armes à feu, des dizaines d'armes à feu, des pistolets, des fusils, le genre de choses qu'elle n'avait jamais vues que dans les films d'action. Elles étaient rangées avec soin, polies, brillantes, comme une collection inestimable. Elle recula en trébuchant, le cœur battant à tout rompre. Son pied heurta quelque chose, une boîte tomba, s'ouvrit, et des dizaines de balles se répandirent sur le sol, cliquetant en roulant et en s'entrechoquant. « Tu ne devrais pas être ici. » La voix derrière elle faillit faire défaillir Vivian. Elle se retourna brusquement. Marcus se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage impassible, mais ses yeux gris s'étaient assombris. Vivian tremblait, le dos appuyé contre le mur. « Qui es-tu? » murmura-t-elle. « Qui êtes-vous vraiment? » Marcus ne répondit pas tout de suite. Il entra dans la pièce et referma la porte derrière lui. Vivian sentit l'air s'épaissir, lourd et suffocant. « Tu veux vraiment le savoir? » demanda-t-il d'une voix basse et lente. Vivian acquiesça, même si son corps lui criait de s'enfuir. Marcus se dirigea vers la fenêtre et regarda la mer. Le silence s'éternisa tellement que Vivian crut qu'il n'allait rien dire. Puis il se mit à parler. « Je contrôle la plupart des opérations clandestines sur la côte Est, dit-il d'une voix dénuée d'émotion. La drogue, les armes, les jeux d'argent, tout ce que tu peux imaginer dans le monde criminel. Je suis impliqué dans tout ça. » Vivian sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Les gens me donnent beaucoup de surnoms, » poursuivit Marcus. « Boss Kensington, l'ombre de Manhattan. » Je ne suis pas un homme bien, Vivian. Je ne l'ai jamais été. Elle voulait s'enfuir, crier, quitter cet endroit immédiatement. Mais ses jambes refusaient de bouger. « Pourquoi me dites-vous ce que là? » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Marcus se tourna vers elle, et à cet instant, Vivian vit quelque chose dans ses yeux. Pas de la froideur, pas de la cruauté, mais de la douleur. « Parce que vous méritez la vérité, » dit-il, « et parce que je vous dois une explication. » Il se dirigea vers son bureau, ouvrit un tiroir et en sortit une photographie. Il la tendit à Vivian. Sur la photo, on voyait 2 jeunes hommes. L'un était Marcus, plus jeune, moins anguleux. L'autre avait les mêmes yeux, mais plus chaleureux, avec un sourire éclatant et facile. « Mon frère, » dit Marcus, la voix rauque. « Daniel, il y a 8 ans, il est mort dans une embuscade. Il a reçu 3 balles. Il est resté dans mes bras jusqu'à son dernier souffle. » Vivian fixa la photo, le cœur serré. L'homme qui nous a trahis, l'homme qui a vendu des informations à nos ennemis, l'homme qui a indirectement tué Daniel. Marcus fit une pause et ses yeux gris s'illuminèrent d'une lueur sombre. C'était Preston Ashford. La photo glissa des doigts de Vivian. Elle n'arrivait pas à y croire. Preston, son mari, le père des bébés qu'elle portait. Un meurtrier. « C'est pour ça que tu m'as sauvé, » murmura-t-elle, comprenant soudain. Pour se venger de Preston, Marcus la regarda et ne le nia pas. Au début, peut-être. Mais maintenant, ce n'était plus seulement cela. Vivian se tenait là, dans une pièce remplie d'armes et de munitions, face à un chef mafieux qui venait de tout avouer. Elle savait qu'elle devait s'enfuir. Elle savait qu'elle devait avoir peur. Elle savait qu'elle devait s'échapper. Mais elle pensa à Preston, à ses mensonges, à la façon dont il l'avait jetée comme un déchet. Et elle comprit quelque chose.
Marcus Kensington était peut-être un monstre, mais Preston Ashford était pire, car Preston portait un masque d'ange. Je reste, dit-elle d'une voix tremblante mais résolue. Je n'ai nulle part où aller. Et qui que vous soyez, vous ne m'avez pas abandonné. Marcus l'observa longuement, puis il acquiesça. Vous êtes plus courageuse que vous ne le pensez, Vivienne. Elle ne savait pas si c'était du courage. Peut-être n'était-ce que du désespoir. Mais cette nuit-là, allongée dans son lit, elle réalisa quelque chose d'étrange. Elle n'avait plus peur de Marcus. Elle avait davantage peur de Preston. 3 jours après la confrontation au bureau, tout changea subtilement entre Vivienne et Marcus. Plus de questions suspectes, plus de regards inquisiteurs. Elle savait qui il était, il savait qu'elle savait, et cette vérité, aussi sombre soit-elle, apportait étrangement quelque chose qui ressemblait presque à de la confiance. Ce matin-là, Vivienne était assise dans le salon en train de lire lorsque Victor entra. Le visage du Russe, habituellement impassible, était tendu d'une manière inhabituelle. Il ne la regarda pas. Il se contenta de dire « Le patron veut te voir ». Puis il se retourna et sortit. Vivienne suivit Victor jusqu'au bureau de Marcus, la pièce où elle avait découvert la collection d'armes quelques jours auparavant. Elle y entra avec un état d'esprit différent, sans crainte, seulement prête à affronter ce qui allait se passer. Marcus se tenait près du bureau, un épais dossier à la main. Victor se tenait à côté de lui, le visage impassible. « Assieds-toi, Vivienne », dit Marcus d'une voix plus basse que d'habitude. Elle s'assit dans le fauteuil en cuir, son ventre commençant à apparaître sous son pull, son cœur s'emballant, son instinct lui disant que quelque chose n'allait pas. Marcus posa le dossier sur le bureau devant elle. Victor enquêtait sur Preston depuis 2 semaines. Nous avons récupéré cela dans le système d'archivage de la compagnie d'assurance qu'il utilise. Viviane baissa les yeux, des documents juridiques remplis de petits caractères et de tampons rouges. Elle les prit et commença à les lire, et le sang dans ses veines se transforma lentement en glace. Il s'agissait d'accords de renonciation à la garde, d'accords de partage des biens, d'accords reconnaissant des problèmes psychologiques. Tous portaient sa signature. Le document était daté d'il y a seulement 2 semaines, peu après qu'il ait découvert la grossesse. « Je n'ai pas signé ces documents, » murmura Viviane, la voix tremblante. « Je n'ai jamais vu ces papiers de ma vie. »« Nous le savons, » répondit Marcus. La signature était falsifiée. Victor l'avait fait examiner. Les traits de stylo ne correspondent pas à vos échantillons de signature réelle. Viviane l'étudia à nouveau. La signature ressemblait à la sienne, à tel point que cela en était écœurant. Mais quelque chose clochait. L'inclinaison était légèrement différente. Le dernier trait n'était pas courbé comme il aurait dû l'être. Elle avait signé son nom des milliers de fois. Elle savait que ce n'était pas le sien. « Il y a 6 mois, murmura-t-elle en essayant de se souvenir. Preston et moi, tout allait encore bien à l'époque. Nous venions de faire un voyage aux Bahamas. Il m'avait même acheté ce collier. » Elle s'arrêta, réalisant quelque chose d'horrible. « Il le planifiait déjà à l'époque, murmura-t-elle, avant que je tombe enceinte, avant même que Bianca n'existe. » Marcus acquiesça, ses yeux gris s'assombrissant. « Preston ne t'a pas quitté à cause de ce mannequin. Il avait décidé de se débarrasser de toi depuis longtemps. Bianca n'était qu'un prétexte. » Victor parla d'un ton neutre, comme s'il lisait un rapport. « D'après notre enquête, Preston a commencé à transférer des actifs vers une filiale il y a 8 mois. Il a ouvert un compte secret en Suisse il y a 10 mois. Il a rencontré Bianca Moretti pour la première fois lors d'un événement caritatif il y a 5 mois. 1 mois après avoir falsifié ta signature, Vivienne s'est sentie mal, et ce n'était pas à cause de sa grossesse. C'était la vérité qui lui serrait la gorge. Tout ce qu'elle croyait être vrai n'était qu'un mensonge. Les baisers, les déclarations, les nuits où Preston la serrait dans ses bras et lui disait qu'elle était tout pour lui. Tout cela n'était qu'une comédie. Et derrière son dos, pas à pas, il se préparait à la pousser dans le vide. « Mais pourquoi ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « Qu'ai-je fait de mal? Je l'aimais. Je lui ai tout donné. » Marcus la regarda et, l'espace d'un instant, la froideur de son visage s'adoucit. « Tu n'as rien fait de mal, Vivienne. Preston Ashford est un homme qui ne peut aimer personne d'autre que lui-même. Il t'a épousée parce que tu étais utile à son image. Et quand il a décidé que tu n'étais plus utile, il t'a jeté comme on jette un vieil objet. » Des larmes coulaient sur les joues de Vivienne. Elle ne prit pas la peine de les essuyer. Elle les laissa couler, emportant avec elle les illusions qu'elle avait encore sur son mariage. « Il dormait à côté de moi, » murmura-t-elle. Chaque nuit,
Alors qu'il complotait pour me détruire, Marcus se rapprochait d'elle et s'abaissait à son niveau. Il ne la touchait pas. Il était simplement là, immobile et silencieux. Vivien, dit-il d'une voix basse mais inébranlable. Il paiera, je te le promets. Chaque page falsifiée, chaque mensonge, chaque nuit où il a feint de t'aimer, il paiera pour tout cela. Vivien regarda dans les yeux gris de Marcus et elle y vit quelque chose que Preston n'avait jamais eu. La vérité. 2 semaines après avoir découvert les documents falsifiés, la vie de Vivienne s'installa dans le rythme étrange du domaine de Long Island. Elle mangeait à heure fixe, se reposait correctement, et sa grossesse avait dépassé la 24e semaine. Les 3 bébés qu'elle portait étaient en bonne santé et donnaient de grandes coupes de pied chaque nuit, comme pour rappeler à leur mère qu'ils étaient toujours là. Mais la paix ne durait jamais. Cet après-midi-là, Vivienne était assise dans le jardin en train de lire lorsqu'une sirène retentit dans les airs. Elle se leva d'un bond, son livre glissant dans l'herbe. Partout, des hommes en costume noir sprintaient vers le portail d'entrée, les mains glissant à l'intérieur de leur veste comme s'ils saisissaient quelque chose. Victor apparut à ses côtés en un instant. « Rentrez immédiatement, mademoiselle Ashford. Que se passe-t-il? » Victor ne répondit pas. Il la prit par le coude, doucement mais fermement, et la guida vers la porte arrière. Alors que Vivienne s'éloignait, elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et le vit. Une élégante Bentley noire s'était arrêtée devant le portail, et l'homme qui en sortit fit débattre son cœur à tout rompre. Preston Ashford, debout dans un costume bleu marine coûteux, les lunettes de soleil cachant la moitié de son visage. Toujours aussi parfait et maître de lui, comme s'il n'avait pas rejeté sa femme, comme s'il n'avait pas falsifié des signatures pour la détruire. « Je sais que ma femme est ici !» cria Preston, sa voix portant à travers le jardin. « Faites-la sortir immédiatement. » Les gardes de Marcus lui bloquèrent le passage. Preston tenta de les repousser, mais ils restèrent immobiles, tels des murs d'acier. Puis la porte d'entrée s'ouvrit. Marcus Kensington sortit. Il ne se pressait pas. Il ne se précipitait pas. Chaque pas était ferme et mesuré, comme le battement du destin. La lumière du soleil de fin d'après-midi frappait son visage et accentuait le gris de ses yeux froids comme l'acier. Preston vit Marcus et, dans un premier temps, il rit avec mépris. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, la voix pleine de dédain. « Le nouvel amant. Elle s'est enfuie ici en courant. Je viens à peine de divorcer d'elle et elle a déjà trouvé un nouvel homme riche. » Marcus ne dit rien. Il continua à marcher vers Preston, puis s'arrêta à quelques pas de lui. « Écoute, » continua Preston d'un ton arrogant et fort. « Je ne sais pas depuis combien de temps tu couches avec ma femme, mais elle est toujours légalement ma femme et les enfants qu'elle porte sont les miens. J'ai des droits, Ashford. » Un seul mot. La voix de Marcus était basse et froide, coupant Preston au milieu de sa phrase. Preston se figea, fronçant les sourcils. « Tu connais mon nom. » Marcus fit un pas de plus vers lui. L'angle de la lumière changea et une ombre tomba sur son visage, poussant Preston à reculer instinctivement. « 8 ans, Ashford, » dit Marcus d'une voix semblable au grognement d'une bête. « 8 ans que j'attends ce jour. » Preston cligna des yeux. Il plissa les yeux, cherchant dans sa mémoire. Puis, le sang se retira de son visage en un instant. « Kensington » souffla-t-il d'une voix tremblante. « Marcus Kensington. Tu t'en souviens enfin. » Preston recula encore, puis encore. Sa confiance s'évanouit complètement, remplacée par une peur primitive et brute. Il connaissait ce nom. Il le connaissait trop bien. Il y a 8 ans, il avait trahi cet homme. Il avait vendu des informations, pris l'argent et disparu. Il pensait s'être échappé. Il pensait que Marcus ne le retrouverait jamais. Il avait tort. « Daniel, » dit Marcus, le nom tombant comme une sentence pour Barnes. « Mon frère, âgé de 22 ans, est mort de 3 balles la nuit où mes ennemis nous ont tendu une embuscade. Sais-tu qui leur a vendu ces informations? » Preston ne répondit pas. Il tremblait comme une feuille. « C'est toi, Ashford. » Marcus continua, s'approchant de lui. « Tu as tué mon frère, et maintenant tu te tiens ici, sur mon territoire, exigeant que je te rende ton ex-femme comme si tu en avais le droit. »« Je ne savais pas, » balbutia Preston. « C'était un accident. » Je ne voulais pas dire silence. Un seul mot. Et Preston s'arrêta net. Marcus se tenait devant lui, presque une tête plus grande, totalement dominant.
Vivian Ashford est sous ma protection maintenant, dit Marcus, chaque mot clair comme s'il était gravé dans la pierre. Les enfants qu'elle porte aussi. 2. Tu n'as pas le droit de t'approcher d'eux, ni de les contacter, ni même de prononcer leur nom. C'est ma femme. Elle n'est plus rien pour toi. Marcus se pencha vers lui et baissa la voix jusqu'à murmurer dangereusement. Et si tu la touches à nouveau, je te ferai ce que j'aurais dû te faire il y a 8 ans. Preston déglutit, le visage blanc comme un linge. Sors d'ici, dit Marcus, et souviens-toi de ceci. La guerre a commencé. Preston se retourna et courut vers sa voiture comme si quelque chose le poursuivait. La Bentley rugit et démarra en trombe, les pneus crissant sur le gravier. Marcus resta là à regarder jusqu'à ce que la voiture disparaisse derrière le portail. Vivian, toujours à la porte arrière, avait tout vu, et elle comprit d'une chose. Elle n'avait plus peur de Marcus Kensington. Elle avait peur pour Preston, car la fureur dans ses yeux gris n'était pas quelque chose que l'argent ou le pouvoir pouvaient éteindre. Seul le sang pouvait l'apaiser. 8 semaines s'étaient écoulées depuis le jour où Preston s'était présenté au portail du domaine. 8 semaines d'une paix fragile. Vivian était entrée dans sa 32e semaine de grossesse. Son ventre était tendu comme un ballon, alourdi par 3 petites vies qui grandissaient de jour en jour. Le docteur Coleman avait dit qu'elle se portait très bien, que les 3 bébés se développaient bien et que, si la chance lui souriait, elle pourrait les porter jusqu'à la 36e ou 37e semaine. Vivian commençait à croire que tout irait bien. Elle se laissait aller à l'espoir, mais le destin en avait décidé autrement. Cette nuit-là, Vivian se réveilla à 2 heures du matin. La douleur survint sans prévenir, comme un couteau enfoncé dans son ventre. Elle ouvrit la bouche pour crier, mais aucun son ne sortit. Seulement un souffle étouffé et des mains tremblantes agrippées à son ventre. Non, non, pas encore. C'était trop tôt. La 2e vague la frappa. Plus forte, plus profonde, comme si quelque chose la déchirait de l'intérieur. Vivian roula hors du lit et tomba sur le sol, et son cri finit par sortir. Les lumières du couloir s'allumèrent. Des pas retentirent. La porte de la chambre s'ouvrit brusquement. Marcus se tenait dans l'embrasure, le visage pâle lorsqu'il la vit sur le sol, les bras enroulés autour de son ventre, le visage déformé par la douleur. « Vivian !» Il se précipita vers elle en un instant, tombant à genoux et la soulevant. « Que se passe-t-il? »« J'ai mal, » haleta-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « J'ai tellement mal, Marcus, les bébés. » Il n'avait pas besoin d'en entendre davantage. Il la souleva et courut dans le couloir. Victor attendait déjà près des escaliers, le téléphone à l'oreille, aboyant des ordres en russe. La Mercedes Maybach était déjà en marche lorsqu'ils arrivèrent dans l'allée. « Monte-ci !» ordonna Marcus d'une voix glaciale. Mais Vivian pouvait sentir son cœur battre à tout rompre sous sa chemise. « Prévenez-les. Urgence obstétrique. Triplé menacé d'accouchement prématuré. » La voiture fonça dans la nuit. Manhattan défilait à travers les vitres. Vivian était allongée dans les bras de Marcus tandis que les contractions se succédaient comme des vagues déferlantes, chacune plus forte que la précédente. Elle pleurait. Elle priait. Elle serrait la main de Marcus comme si c'était le seul lien qui la reliait au monde. « Ne laisse pas mes bébés mourir, supplia-t-elle, la voix brisée. « S'il te plaît, ne laisse pas mes bébés mourir. Personne ne mourra, » dit Marcus d'une voix dure comme le fer. « Tu m'entends? Personne n'a le droit de mourir. » L'hôpital les frappa comme un flou. Des lumières blanches aveuglantes, des cris, le cliquetis d'un brancard sur le sol. Vivian fut transférée sur la civière et emmenée en urgence dans le couloir. Elle n'eut qu'un bref aperçu du visage de Marcus avant que les portes des urgences ne se referment. Le docteur Coleman était déjà là. Elle fixait le moniteur, le visage tendu. « Le col est dilaté à 4 cm, dit-elle à l'équipe. Le fœtus B montre des signes de détresse cardiaque. Préparez immédiatement la salle d'opération. » Tout ce qui suivit ressemblait à un cauchemar. Les lumières chirurgicales aveuglantes, les machines qui hurlaient sans discontinuer, l'odeur âcre de l'antiseptique dans l'air. Vivian était allongée sur la table d'opération, le corps engourdi à partir de la poitrine, les yeux fixés sur un plafond si blanc qu'il semblait irréel. Elle entendait les médecins parler, entendait les instruments, mais elle ne sentait rien. Puis un cri retentit, minuscule, faible, mais indubitable. Les larmes de Vivian coulèrent. Son bébé pleurait. Un deuxième cri, puis un troisième. 3 bébés,
3 petites vies vivantes. Les 3 sont stables, dit le Dr. Coleman, le soulagement dans la voix. Emmenez-les immédiatement à l'unité néonatale de soins intensifs. Vivien sourit. Pour la première fois depuis des mois, elle sourit vraiment. Ses bébés étaient vivants. Toutes ces souffrances en valaient la peine, mais la joie ne dura que quelques secondes. Le moniteur à côté d'elle se mit soudain à hurler. La ligne représentant le rythme cardiaque à l'écran fit un bond, puis s'effondra en une ligne droite. « Perte de rythme !» cria une infirmière. La tension artérielle chute. Elle fait une hémorragie interne. Le Dr. Coleman se précipita vers Vivian, son visage passant du soulagement à l'inquiétude. Apportez le défibrillateur. Injectez de l'épinéphrine. Tout de suite. Le monde de Vivienne s'assombrit. Elle n'entendait plus ses bébés. Elle ne voyait plus les lumières de la salle d'opération. Il n'y avait plus que l'obscurité, le froid, l'infini. À l'extérieur de la salle d'opération, Marcus se tenait derrière la vitre, observant tout. Il voyait les médecins courir dans tous les sens. Il voyait les palettes appuyées sur la poitrine de Vivienne. Il voyait son corps sursauter, puis s'immobiliser. « On la perd !» cria quelqu'un. Marcus resta là, les poings serrés si fort que ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes, le sang coulant sans même qu'il s'en aperçoive. Pour la première fois en 20 ans, le plus puissant parrain de la mafia de la côte Est se sentait complètement impuissant. Et pour la première fois depuis la mort de Daniel, il pria. 3 minutes, 180 secondes, c'est le temps pendant lequel le cœur de Vivienne s'est arrêté. Les électrodes du défibrillateur touchèrent sa poitrine une première fois. Aucune réaction. La deuxième fois, la ligne plate sur le moniteur resta inchangée. La troisième fois, le Dr. Coleman cria des instructions, la sueur perlant sur son front. Autour d'elle, on entendait le bruit des machines, des pas précipités, quelqu'un murmurant une prière, puis un bip faible, tremblant, mais réel. La ligne sur l'écran commença à bouger. Elle remontait, redescendait, remontait, redescendait, son cœur avait repris de battre. « Elle est revenue !» s'écria une infirmière. Le Dr. Coleman poussa un soupir tremblant. « Stabilisez sa tension artérielle. Donnez-lui plus de sang. Elle en a perdu trop. » À l'extérieur de la salle d'opération, Marcus était toujours debout, immobile comme une statue de pierre. Il regarda les médecins commencer à se calmer. Il regarda le moniteur se stabiliser sur un rythme cardiaque régulier. Il regarda Vivienne allongée, immobile, mais sa poitrine se soulevant et s'abaissant enfin à nouveau. Il desserra les poings. Le sang décroissant que ses ongles avaient creusé dans ses paumes coulait sur le sol. Il ne le remarqua pas. Elle était en vie. Vivienne se réveilla 12 heures plus tard. Sa gorge était irritée. Tout son corps était douloureux, comme si elle avait été renversée par une voiture. Mais elle était en vie. Les bébés furent les premiers mots qu'elle parvint à prononcer. Sa voix. Marcus était assis à côté du lit. Ses yeux gris étaient rougis par le manque de sommeil. Une barbe naissante ombrageait sa mâchoire. Sa chemise était froissée. Il semblait être un homme complètement différent du chef impitoyable qu'elle avait connu. « Les 3 sont en bonne santé », dit-il d'une voix basse et douce. « Ils sont en unité néonatale de soins intensifs. Tu veux les voir ?» Vive acquiesça, les larmes coulant avant même de les avoir vus. Elle le voulait plus que tout au monde. Marcus appela une infirmière. Ils installèrent Vivienne dans un fauteuil roulant et la conduisirent dans le couloir d'un blanc immaculé. Marcus marchait à côté d'elle, une main posée sur le dossier du fauteuil, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse s'il ne restait pas en contact avec elle. L'anicou était chaleureuse et calme. Les lumières étaient tamisées. Et là, dans 3 petites boîtes transparentes, se trouvaient ces 3 anges. Vivienne appuya sa main contre la vitre et regarda le premier bébé. Si petit, si rouge, les yeux fermés, la poitrine se soulevant au rythme de petites respirations régulières. « Une fille, dit l'infirmière, 2,1 kg en bonne santé. Vive passa à la 2e couveuse. Un garçon, un peu plus petit, mais le poing serré comme un combattant. 2 kg, continua l'infirmière. Ses poumons sont un peu faibles, mais il se rétablit bien. La 3e couveuse, une autre fille, la plus petite des 3. Mais lorsque Vivienne toucha la vitre, le bébé remua comme s'il sentait la présence de sa mère. 1,1 kg. Elle a besoin d'une surveillance plus étroite. Mais c'est une battante, s'écria Vivienne. Pas à cause de la douleur ni de la peur,
mais à cause de quelque chose qu'elle pensait avoir perdu depuis longtemps. Le bonheur, ses enfants, 3 petites vies dont Preston lui avait demandé de s'occuper, 3 vies qu'elle avait failli payer de la sienne. Ils étaient là, ils étaient vivants, ils étaient à elle. Des larmes coulaient sur ses joues, et Vivienne n'essaya pas de les essuyer. Elle n'en avait pas la force. Elle voulait seulement regarder, continuer à regarder, regarder jusqu'à ce qu'elle soit sûre que ce n'était pas un rêve. Puis une main toucha sa joue, douce, chaude, essuyant les larmes à mesure qu'elle en coulait. Vivienne se retourna. Marcus se tenait là, ses yeux gris n'étaient plus froids. Elle y voyait quelque chose qu'elle n'avait jamais vu chez lui auparavant. De la tendresse, de l'attention, et peut-être, juste peut-être, quelque chose de plus profond. « Tu as réussi », dit-il d'une voix basse, comme un murmure. « Tu es plus forte que tous ceux que j'ai rencontrés. » Viven le regarda. Le chef de la mafia, le tueur, l'ombre de Manhattan. Mais à cet instant, debout devant 3 nouveau-nés et une mère revenue d'entre les morts, il n'était qu'un homme. Un homme qui n'était pas parti. Elle prit sa main, faible mais assurée. « Merci », murmura-t-elle pour tout. Marcus ne dit rien. Il se contenta de serrer plus fort sa main. Et à cet instant, dans cette pièce remplie de couveuses et d'appareils respiratoires, quelque chose entre eux changea à jamais. 2 semaines après l'opération, Viven sortit de l'hôpital. Les 3 bébés devaient encore rester en soins intensifs pendant quelque temps, mais le Dr. Coleman dit qu'ils allaient de mieux en mieux chaque jour. Vivienne leur rendait visite tous les matins et tous les soirs, s'asseyant pendant des heures à côté des couveuses, chantant des berceuses et murmurant à ses petites vies combien leur mère les aimait. Elle commença à croire que la tempête était passée, que la vie lui souriait enfin. Mais Preston Ashford n'avait jamais accepté la défaite. Ce matin-là, Marcus entra dans le salon avec une épaisse enveloppe à la main. Son visage était plus froid que d'habitude, ses yeux gris s'assombrissant comme le ciel avant un orage. « Vivienne, tu dois voir ça », dit Marcus d'une voix grave, avant de poser l'enveloppe sur la table devant Vivienne. Elle l'ouvrit et le sang se glaça dans ses veines. C'était une plainte. Preston Ashford demandait la garde exclusive. L'enveloppe contenait des dizaines de pages de documents, des rapports médicaux falsifiés, des déclarations de témoins qu'elle n'avait jamais rencontrés et une évaluation psychologique déclarant que Vivienne Ashford souffrait d'un trouble de la personnalité borderline, avait des tendances autodestructrices et n'était pas apte à être mère, murmura Vivienne. Il me traite de folle. Il dit au tribunal, « Je ne mérite pas d'avoir mes propres enfants. » Mais ce n'était pas tout. La page suivante était encore plus horrible. Preston accusait Vivienne de vivre avec un dangereux criminel, de placer les enfants dans un environnement dangereux et d'avoir une relation illicite avec un célèbre chef mafieux. Il avait joint des photos de Vivienne et Marcus à l'hôpital du domaine. Même lorsque Marcus avait essuyé ses larmes dans l'unité néonatale de soins intensifs, Marcus avait dit que Preston les observait, que quelqu'un à l'hôpital travaillait pour lui. Vivienne laissa le dossier lui glisser des mains, tremblant si fort qu'elle ne pouvait le tenir. Elle avait failli mourir pour mettre ses enfants au monde. Elle avait tout sacrifié. Et maintenant, Preston voulait les lui voler. Elle lui dit qu'il n'avait pas le droit. Il ne pouvait pas faire ça. Il l'avait abandonné. Il lui avait dit de se débrouiller avec sa grossesse. Il n'avait aucun droit. Mais arrête, Vivienne. Marcus l'interrompit avec amertume. Preston a l'argent, les avocats et les médias de son côté. Mais surtout, il détient les faux documents que tu as signés sans le savoir 6 mois plus tôt, transformant ta propre signature en une arme contre toi. Viven se souvint des feuilles que Preston lui avait demandé de signer pour l'entreprise. Il lui avait dit que c'était juste une formalité. Elle l'avait cru. Elle l'avait signé sans lire, et maintenant, ses signatures devenaient l'arme qui allait la détruire. Elle murmura qu'elle allait perdre ses enfants, que si le tribunal le croyait, elle les perdrait. Marcus s'agenouilla devant elle, prit ses 2 mains et les serra fermement. Il lui dit qu'elle ne perdrait pas ses enfants et qu'il ne laisserait pas cela arriver. Mais Vivienne savait que cette guerre ne serait pas facile. Preston avait tout. Et qu'avait-elle, elle? Un parrain de la mafia dont l'identité, si elle était révélée, ne ferait qu'empirer les choses. Son téléphone vibra, signalant l'arrivée d'un message provenant d'un numéro inconnu. Vivienne avait l'intention de l'ignorer, mais les mots qui s'affichaient à l'écran la paralysèrent. Le message disait qu'elle n'était pas la première victime de Preston Ashford
et qu'elle devrait se renseigner sur Meredith Collins. Elle le relut plusieurs fois. Meredith Collins, un nom qui lui était totalement inconnu. Viva appela Marcus, les mains tremblantes. Marcus, regarde ça. Quelqu'un vient de m'envoyer un SMS. Marcus lut le message, plissant ses yeux gris. Puis il sortit son propre téléphone et appela Victor, lui ordonnant de trouver tout ce qu'il pouvait sur Meredith Collins. Tout ce qui avait un lien avec Preston Ashford. 2 heures plus tard, Victor revint avec un mince dossier. Il lut que Meredith Collins avait 32 ans, qu'elle était une ancienne avocate dans un cabinet de Boston et qu'il y a 6 ans, elle avait été la fiancée de Preston Ashford. Vivienne était stupéfaite. Preston avait déjà été fiancé avant d'elle. Il ne lui en avait jamais parlé. Victor poursuivit en disant que Meredith avait disparu de Boston juste avant le mariage. Et Preston avait prétendu qu'elle s'était enfuie à cause de problèmes psychologiques. Mais l'enquête de Victor avait montré que Meredith n'avait pas disparu. Preston l'avait détruite. Il avait falsifié des preuves selon lesquelles elle avait détourné des fonds de l'entreprise. Il avait répandu des rumeurs selon lesquelles elle était malade mentale. Elle avait perdu son emploi, sa maison, tout. Finalement, elle avait dû changer de nom et déménager dans le Vermont pour vivre cachée. Vivienne écoutait comme si elle entendait sa propre histoire. Preston avait fait la même chose à une autre femme 6 ans auparavant, et il recommençait avec elle. Vivienne demanda d'une voix rauque si Meredith était toujours en vie. Victor acquiesça et répondit que oui, et d'après l'adresse qu'il avait trouvée, elle était toujours dans le Vermont. Vivienne regarda Marcus et ses yeux s'illuminèrent d'une première lueur d'espoir. Elle dit qu'elle devait la rencontrer, que Meredith Collins était peut-être la seule personne qui pouvait l'aider. Vivienne faisait ses valises pour se rendre dans le Vermont lorsque la sonnette retentit. Elle regarda par la fenêtre et vit des gardes entourer un taxi. Quelqu'un essayait de pénétrer dans la propriété. Marcus sortit, suivi de près par Victor. Vivienne descendit les escaliers, curieuse et inquiète. La personne qui sortit du taxi la paralysa complètement. Bianca Moretti, le mannequin aux cheveux roux, ne ressemblait en rien à l'image arrogante qu'elle avait donnée sur le tapis rouge de Miami quelques mois plus tôt. Ses cheveux étaient emmêlés. Ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré. Ses lèvres étaient fendues. Et sur sa joue gauche, un gros bleu était clairement visible sous le maquillage étalé. « Laissez-moi entrer, s'il vous plaît, » dit Bianca d'une voix tremblante. « Je dois parler à Vivienne. S'il vous plaît. » Les gardes regardèrent Marcus pour connaître ses ordres. Marcus fixa Bianca d'un regard glacial. « Vous êtes la maîtresse de Preston, dit-il. « Pourquoi devrais-je vous laisser entrer chez moi ?» demanda Bianca entre 2 sanglots. « Si je ne viens pas vous voir, Preston me tuera. Il me tuera comme il allait tuer Vivienne. » Vivienne s'avança dans l'embrasure de la porte. Elle regarda la femme qui lui avait pris son mari, la femme qui avait souri triomphalement sur le tapis rouge de Miami, la femme qui l'avait traitée d'instable devant des millions de personnes. La rage monta dans la poitrine de Vivienne. Mais alors, elle vit la marque sur la joue de Bianca. Elle vit la peur dans ses yeux. Elle vit comment elle tremblait comme un oiseau blessé. « Laisse-la entrer, » dit Vivienne. Marcus se tourna vers elle, fronçant les sourcils. « Vivienne, laisse-la entrer. » Vivienne répéta. « Je veux entendre ce qu'elle a à dire. » Ils firent entrer Bianca dans le salon. Elle s'assit sur le canapé, recroquevillée sur elle-même comme si elle voulait disparaître. Vivienne s'assit en face d'elle, gardant ses distances, mais sans jamais quitter des yeux la femme qui se trouvait devant elle. « Parlez, » dit Vivienne froidement. « Pourquoi êtes-vous ici? » Bianca prit une inspiration tremblante. « Preston n'est pas celui que je croyais, » commença-t-elle, la voix brisée. Au début, il était parfait, raffiné, généreux. Il me disait des mots doux. Mais après que j'ai emménagé avec lui, tout a changé. Elle s'interrompit et toucha l'échymose sur sa joue. « Il m'a frappé, » murmura Bianca. « La première fois, c'était il y a 2 mois. J'ai dit quelque chose de déplacé lors d'une fête. Il a attendu que nous rentrions à la maison, puis il m'a giflé. Il m'a giflé et m'a regardé dans les yeux, » murmura Bianca. Il m'a dit « C'est ta faute, Bianca, et que Dieu m'aide, je l'ai cru. » Vivienne écouta, le cœur serré. Preston ne l'avait jamais frappée, mais il l'avait détruite d'autres façons. Par sa froideur, par son contrôle, par ses mensonges aussi doux que du miel. Puis il m'a frappé plus souvent. Bianca a continué. Chaque fois qu'il se mettait en colère, chaque fois qu'il buvait, chaque fois qu'il se sentait hors de contrôle, il te blâmait. Il disait que tu essayais de le ruiner.
Il disait qu'il devait se battre pour retrouver son honneur. Bianca a ouvert son sac à main et en a sorti une petite clé USB. Je l'ai trouvée dans son coffre-fort. Bianca a dit qu'il pensait que je ne connaissais pas le code, mais je l'ai observé. Marcus s'est avancé et a pris la clé USB. Qu'y a-t-il dessus? Tout, répondit Bianca. Des faux documents, des contrats frauduleux, des emails avec son avocat sur la manière de détruire Vivian. Elle s'interrompit, ravalant péniblement un plan détaillé visant à obtenir la garde des enfants, puis à les placer en famille d'accueil. Vivian se sentit mal. Il ne veut pas les élever, il veut juste me les enlever. Bianca acquiesça, les larmes coulant à nouveau sur ses joues. Encore une chose, murmura-t-elle en posant sa main sur son ventre. Je suis enceinte. De 8 semaines, le silence s'installa dans la pièce. Vivian fixa Bianca, la main tremblante posée sur son ventre, et elle comprit. Elle comprit pourquoi Bianca était là. Pas par conscience, mais par peur. Parce que Bianca avait réalisé qu'elle était sur le point de devenir la prochaine victime. Tu sais ce qu'il te fera quand il découvrira que tu es enceinte, dit lentement Vivian. Bianca s'effondra en sanglotant. Il me forcera à avorter, ou il me fera ce qu'il t'a fait. Je n'ai personne, je ne sais pas où aller. Je sais seulement que tu es la seule personne qui comprend qui est vraiment Preston. Vivian se leva et s'approcha de Bianca. Elle regarda la femme qui avait autrefois été son ennemie. Elle aurait pu la mettre à la porte. Elle pouvait la laisser se débrouiller seule. Elle pouvait se venger de tout ce que Bianca avait contribué à causer. Mais Vivian ne le fit pas. Elle s'assit à côté de Bianca et posa une main sur son épaule. « Tu resteras ici, dit Vivian, d'une voix plus douce qu'elle ne l'aurait cru, et tu m'aideras à mettre Preston en prison. » Bianca leva les yeux rouges et écarquillés de choc et de gratitude. « Pourquoi m'aides-tu » demanda-t-elle. « Après tout ce que j'ai fait ?» Vivian la regarda dans les yeux, et à cet instant, elle ne vit pas la femme qui lui avait volé son mari. Elle vit une autre femme que Preston avait trompée et brisée. « Parce que nous sommes toutes les deux victimes du même homme malfaisant, » répondit Vivian, « et les victimes doivent se protéger les unes les autres. » Ce soir-là, Marcus s'assit dans son bureau et ouvrit la clé USB que Bianca lui avait apportée. Victor se tenait à côté de lui, le visage tendu par la tension. Vivian était assise sur le canapé dans un coin de la pièce, les deux mains serrées l'une contre l'autre, le cœur battant à toute rompre dans sa poitrine. L'écran de l'ordinateur s'alluma. Des centaines de fichiers apparurent. Des documents, des contrats, des emails, des images, des enregistrements audio, tout était soigneusement classé dans des dossiers, comme si Preston conservait une collection de ses propres crimes. Marcus ouvrit le premier dossier et trouva des emails entre Preston et son avocat discutant de la manière de priver Vivian de tous ses droits légaux. Le deuxième dossier contenait des documents portant des signatures falsifiées que Victor avait découverts plus tôt. Le troisième dossier était rempli de photos prises en secret de Vivian, retraçant chacun de ses pas pendant des mois, mais c'est le dernier dossier qui paralysa toute la pièce. Le dossier s'intitulait « Plan de secours ». Marcus cliqua dessus. Un fichier PDF apparut. Il lut le titre et serra le poing jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent profondément dans sa paume. Formulaire de consentement médical d'urgence. Vivian s'approcha de Marcus et fixa l'écran, le sang dans ses veines se transformant en glace. Il s'agissait d'un document juridique sur lequel sa signature avait été falsifiée, déclarant que si elle souffrait d'une complication médicale grave et ne pouvait pas prendre de décision, Preston Ashford, en tant que son mari légal, aurait toute autorité pour décider du sort des fœtus, y compris le droit d'interrompre la grossesse si nécessaire. Vivian relut le document encore et encore, incapable de croire ce qu'elle voyait. « Il voulait tuer mes bébés », murmura-t-elle, la voix brisée. « Si j'étais morte sur la table d'opération, il aurait eu le droit d'ordonner aux médecins de s'occuper des fœtus. » Elle se souvint de la nuit où elle avait accouché. Son cœur s'était arrêté pendant 3 minutes. 3 minutes qui, si elles avaient duré un peu plus longtemps, auraient donné à Preston le pouvoir d'entrer dans la salle d'opération et d'exiger ce qu'il voulait pour les 3 enfants. Vivian fut prise de nausées et dut s'agripper au bord du bureau pour ne pas s'effondrer. « Il n'a jamais voulu qu'il vive, » dit-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Pas depuis le début. Il avait prévu que si je ne m'occupais pas de la grossesse, il le ferait lui-même. » Marcus ne dit rien. Il resta assis là, les yeux rivés sur l'écran, le visage impassible. Mais sous cette carapace froide, sa rage bouillonnait comme de la lave volcanique.
Puis il se leva. Le mouvement fut si soudain, si violent que la chaise glissa en arrière et s'écrasa sur le sol. Victor recula instinctivement. Vivienne tressaillit. Marcus se dirigea vers la fenêtre et appuya ses mains contre la vitre, leur tournant le dos. Ses épaules étaient raides. Sa respiration était lourde. Toute la pièce semblait comprimée sous le poids de sa rage. Victor dit doucement, prudemment, « Patron. » Marcus ne répondit pas. Il resta là, à regarder dans l'obscurité. Et Vivienne pouvait voir son reflet dans la fenêtre. Ses yeux gris étaient devenus noirs, sa mâchoire était crispée. Son visage n'était plus celui d'un homme d'affaires, ni même d'un parrain de la mafia, mais celui d'un homme prêt à tuer. « 8 ans, dit Marcus d'une voix grave, comme un grognement venu tout droit de l'enfer. 8 ans que je me suis dit que j'attendrais le bon moment, que je me vengerais de manière calculée, que je ne me laisserais pas guider par mes émotions. » Il se retourna, ses yeux noircis fixés sur Vivien. « Mais il avait l'intention de tuer vos enfants, dit-il. » Chaque mot était comme marqué au fer rouge. Il avait l'intention de tuer des bébés innocents, comme il avait tué Daniel. Vivienne n'osait pas respirer. Marcus se dirigea vers le bureau, ouvrit un tiroir et en sortit un pistolet. Il vérifia le chargeur, d'un geste fluide et précis, comme s'il l'avait fait des milliers de fois. Vivienne prononça son nom, tremblante, et lui dit de ne pas le faire. Il s'arrêta et la regarda. « Il doit mourir, dit-il d'une voix dénuée d'émotion. » Ce soir, Vivienne se leva et se plaça devant lui bloquant le passage. « Non, dit-elle d'une voix ferme malgré son cœur qui battait à tout rompre. Pas comme ça. Si tu le tues, tu iras en prison. Mes enfants te perdront. Je te perdrai. » Elle s'arrêta, réalisant ce qu'elle venait de dire. « Te perdre ?» et se demandant depuis quand elle considérait Marcus comme faisant partie de sa vie. Marcus la fixait, les yeux toujours sombres, mais quelque chose en lui vacillait. « Il mérite de mourir, dit-il. Il mérite d'être détruit, répondit Vivien. De tout perdre, de voir le monde qu'il a construit s'effondrer morceau par morceau. La mort est trop rapide, trop facile pour quelqu'un comme lui. » Elle posa sa main sur son bras, doucement. « Amène-le à la lumière, murmura-t-elle. Que le monde entier voie le monstre qu'il est vraiment. C'est ça la vraie vengeance. » Marcus la regarda longuement, puis baissa lentement son arme. « D'accord, dit-il, la voix toujours froide mais adoucie. On fera comme tu veux. Mais s'il te touche à nouveau, toi ou les enfants, rien ne m'arrêtera. » Vivienne acquiesça, et à cet instant, elle sut que la guerre allait entrer dans sa phase finale. Ils rentrèrent à Long Island tard dans la nuit. Vivienne était épuisée après le voyage, mais son cœur était plus léger qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Meredith avait accepté. Vivienne avait un témoin. Elle avait des preuves. Elle avait une chance de gagner. Mais Preston Ashford n'était pas le genre d'homme à rester les bras croisés et à attendre la mort. 3 jours après le voyage dans le Vermont, Victor entra dans le bureau de Marcus, le visage tendu, et lui dit à voix basse que leurs hommes avaient repéré 3 tueurs à gages qui surveillaient le domaine, qu'ils venaient de Chicago, et que le contrat s'élevait à 500 000 $. Marcus n'était pas surpris. Il savait que Preston riposterait. Preston était un lâche qui ne voulait jamais se salir les mains. Mais il avait de l'argent, et l'argent pouvait acheter la mort de n'importe qui. Marcus demanda « Froid comme la glace, seulement 3. » Victor acquiesça et dit que Preston le sous-estimait. Marcus se leva, enfila sa veste de costume et vérifia le pistolet dans le tiroir de son bureau. Il dit à Victor de garder Vivienne à l'intérieur, de renforcer la protection à l'extérieur de sa chambre et de ne pas lui faire savoir ce qui se passait. Victor hésita et dit qu'elle allait poser des questions, mais Marcus l'interrompit et lui dit de répondre qu'il avait quelque chose à régler, que c'était de son affaire, pas la sienne. Cette nuit-là, Marcus disparut du domaine. Vivienne ne savait pas où il était parti. Elle savait seulement que lorsqu'elle se réveilla le lendemain matin, il n'était toujours pas revenu, et Victor refusait de répondre à ses questions. Elle s'inquiétait, elle avait peur, mais elle comprenait aussi. Marcus la protégeait de la seule manière qu'il connaissait. Dans un entrepôt abandonné de Brooklyn, les 3 tueurs à gages étaient attachés à des chaises, le sang coulant de leurs blessures au visage. Autour d'eux, les hommes de Marcus se tenaient silencieux comme des fantômes. Marcus entra, une faible lumière éclairant son visage froid comme la pierre. Il tira une chaise et s'assit en face du chef, un homme avec une longue cicatrice sur la joue. Marcus demanda calmement « Qui les a engagés?
comme s'il s'agissait d'une question sur la météo. L'homme balafré cracha par terre et répondit qu'il ne savait pas. Le contrat était passé par un intermédiaire. Marcus acquiesça, sans surprise. Il connaissait la réponse avant même de poser la question. Il voulait juste l'entendre à voix haute. Puis Marcus prononça lentement le nom de Preston Ashford et demanda s'il comprenait à qui ils avaient affaire. L'homme balafré ricana et répondit qu'il s'agissait d'un homme d'affaires très riche et qu'il s'en moquait. Marcus sourit, un sourire qui n'atteignit jamais ses yeux. Il leur dit qu'il ne savait pas qui il était, mais qu'il le saurait bientôt. Il se leva, ôta sa veste de costume et retroussa ses manches. Victor lui tendit une paire de pinces. Marcus dit qu'il allait envoyer un message à Preston Ashford et qu'il serait ceux qui le transmettraient. Ce qui s'est passé dans cet entrepôt cette nuit-là n'a jamais été révélé. Les hommes de Marcus ont tout nettoyé si minutieusement qu'il ne restait plus aucune trace. Mais le lendemain matin, Preston Ashford a reçu une boîte en bois à son bureau de Miami. À l'intérieur se trouvaient 3 petits doigts et un bout de papier avec une ligne écrite à la main qui disait « La prochaine fois, ce sera les têtes. K. » Preston fixa la boîte, le visage livide. Ses mains tremblaient tellement qu'il dut s'agripper au bord de son bureau pour ne pas s'effondrer. Il savait exactement à qui appartenait ce K. Il savait qu'il avait mis les pieds dans un nid de guêpes, mais il était allé trop loin pour s'arrêter maintenant. De retour à Long Island, Marcus rentra dans l'après-midi. Il prit une douche, changea de vêtements et se déplaça dans la maison comme si de rien n'était. Quand il descendit dans le salon, Vivienne l'attendait. Elle lui demanda où il était passé toute la nuit, les yeux remplis d'inquiétude. Marcus la regarda. Il ne mentit pas, mais il ne lui dit pas la vérité non plus. Il lui dit qu'il avait quelque chose à régler et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Vivienne l'observa attentivement. Ses yeux gris essayaient de cacher quelque chose. Elle n'était pas naïve. Elle savait qu'il avait fait quelque chose la nuit précédente. Elle savait que cela avait un rapport avec Preston, et elle savait qu'elle ne devait pas insister pour en savoir plus. Au lieu de cela, elle lui demanda doucement s'il était blessé. Marcus cligna des yeux, surpris par la question. Il s'était préparé à la colère, au jugement, à la peur, mais pas à l'inquiétude. Il lui répondit que non, qu'il allait bien. Vivienne acquiesça, s'approcha et posa sa main sur son bras. Elle le remercia doucement de l'avoir protégé. Marcus baissa les yeux vers cette petite main posée sur son bras. La main d'une femme qui savait qu'il était un monstre et qui restait malgré tout. La main d'une femme qui ne lui demandait pas ce qu'il avait fait, mais seulement s'il était blessé. Il recouvrit sa main de la sienne et la serra doucement. Il lui dit qu'il la protégerait toujours, à tout prix. Et pour la première fois, Vivienne crut que cette promesse n'était pas que des mots. Le tribunal fédéral de Manhattan n'avait jamais vu une audience susciter autant d'attention. Les journalistes envahissaient le trottoir devant le bâtiment. Les caméras tournaient sans interruption. Toute la ville suivait l'affaire opposant Preston Ashford, un magnat de l'immobilier respecté, à Vivienne Ashford, l'épouse abandonnée qu'il avait autrefois qualifiée de mentalement instable. Vivienne entra dans la salle d'audience vêtue d'une simple robe bleu marine, les cheveux relevés en un chignon soigné, le visage calme, même si son cœur battait à toute rompre dans sa poitrine. Marcus marchait à ses côtés, non pas en tant que parrain de la mafia, mais en tant que protecteur. Il portait un costume noir, des lunettes de soleil foncé et prit place directement derrière elle, telle une forteresse silencieuse. Preston était assis de l'autre côté, entouré de la plus chère équipe d'avocats que New York pouvait s'offrir. Il essayait de conserver son assurance habituelle, mais Vivienne remarqua les rides d'inquiétude sur son front. Elle remarqua aussi la façon dont son regard se posait sans cesse sur la porte, comme s'il cherchait une issue de secours. La juge Margaret Thornton frappa le marteau et la séance commença. Jonathan Pierce, l'avocat de Vivienne, se leva. C'était un homme de 50 ans aux cheveux argentés et aux yeux perçants comme des couteaux. 30 ans d'expérience dans la profession lui avaient appris à détruire un adversaire avec la vérité. Il s'adressa à la cour, sa voix résonnant dans la salle, et déclara qu'aujourd'hui, il prouverait que Preston Ashford n'était pas seulement un mari terrible, mais aussi un escroc systématique, un faussaire de documents fédéraux et un homme qui avait comploté pour ruiner la vie de nombreuses femmes au fil des ans. Preston eut un reniflement moqueur, mais son sourire s'évanouit dès que Jonathan projeta les documents contenus dans la clé USB de Bianca sur l'écran. Jonathan identifia l'accord de renonciation à la garde que Preston prétendait que Vivienne avait signé 6 mois avant le divorce,
zooma sur la signature et présenta l'analyse de 3 experts indépendants qui confirmaient tous que la signature était falsifiée. Un murmure parcourut la salle d'audience. Preston se pencha vers son avocat et lui murmura quelque chose, le visage rouge de colère. Jonathan continua à présenter chaque élément de preuve tour à tour. Un formulaire de consentement médical d'urgence falsifié qui aurait permis à Preston de décider du sort des fœtus si Vivienne venait à mourir. Des emails avec son avocat discutant de la manière de détruire la réputation de sa femme. Et un plan détaillé pour envoyer les 3 enfants dans un orphelinat après avoir obtenu la garde. Jonathan affirma que Preston ne voulait pas élever ses enfants. Il voulait seulement punir une femme qui avait osé le quitter. Puis le premier témoin fut appelé. Meredith Collins monta à la barre, le dos droit et les yeux fixés sur Preston. Elle n'était plus la femme effrayée qui se cachait dans le Vermont. Elle était une guerrière réclamant justice. Elle témoigna qu'il y a 6 ans, elle était la fiancée de Preston Ashford et qu'il avait ruiné sa vie en utilisant les mêmes tactiques qu'il utilisait maintenant contre Vivienne. Des preuves falsifiées, des allégations de maladie mentale utilisées comme armes, sa carrière et sa réputation détruites. Elle a tout raconté, chaque détail, chaque blessure. Chaque nuit, elle avait pleuré seule dans un appartement vide après avoir tout perdu. Preston était assis là, le visage de plus en plus pâle, jusqu'à ressembler à un cadavre. Le deuxième témoin a encore plus bouleversé la salle. Bianca Moretti a pris place à la barre, son ventre clairement visible sous sa robe. Elle était la maîtresse pour laquelle Preston avait quitté Vivienne, et maintenant elle témoignait contre lui. Bianca a déclaré que Preston l'avait frappée, que la première fois avait eu lieu 2 mois après qu'elle ait emménagé avec lui, qu'il lui avait dit que c'était de sa faute et qu'elle l'avait cru, mais qu'elle avait ensuite trouvé la clé USB dans son coffre-fort et réalisé qu'elle n'était pas la première victime et qu'elle ne serait pas la dernière. La salle d'audience s'est enflammée. Les journalistes ont pris frénétiquement des notes. Le juge Thornton a frappé à plusieurs reprises avec son marteau pour rétablir l'ordre. Preston s'est levé d'un bond, le visage déformé par la rage, criant qu'elle mentait, qu'ils mentaient tous, que c'était un complot. Le juge Thornton lui a ordonné de s'asseoir immédiatement. Mais Preston n'a pas obéi. Il s'est tourné vers Vivienne, les yeux injectés de sang comme un animal acculé, et a hurlé qu'elle allait payer, qu'elle pensait pouvoir le battre, qu'il allait la détruire. Avant qu'il ne puisse en dire plus, 2 agents fédéraux entrèrent dans la salle d'audience. L'un d'eux annonça que Preston Ashford était en état d'arrestation pour falsification de documents fédéraux, fraude à l'assurance et obstruction à la justice, l'informa de son droit de garder le silence et l'avertit que tout ce qu'il dirait pourrait être et serait utilisé contre lui devant le tribunal. Le cliquetis des menottes qui se refermaient résonna dans la salle d'audience comme un chant de victoire. Preston fut emmené, continuant à proférer des menaces insignifiantes, et lança à Vivienne un dernier regard rempli de haine. Mais Vivienne n'avait plus peur. Elle resta là, les larmes coulant sur ses joues, non pas de douleur, mais de soulagement, de justice, de savoir que le cauchemar était enfin terminé. Le juge Thornton frappa une dernière fois avec son marteau et rendit son verdict. La garde exclusive était attribuée à la mère, Vivienne Ashford. À ce moment-là, Vivienne se retourna et regarda Marcus. Il était toujours assis là, et ses yeux gris étaient plus doux qu'elle ne les avait jamais vus. Elle avait gagné. Ils avaient gagné. 1 semaine après l'audience, Preston Ashford fut officiellement inculpé de 17 chefs d'accusation fédéraux. Ses avocats déclarèrent qu'il risquait entre 15 et 20 ans de prison. Son empire immobilier s'effondra comme un château de cartes. Ses partenaires lui tournèrent le dos. Les banques gelèrent ses comptes. Les médias déterrèrent tous les secrets sombres qu'il avait cachés pendant des années. Preston Ashford, autrefois roi, n'était plus qu'un criminel en attente de son procès. Vivienne se tenait dans la chambre, regardant ses 3 bébés dormir dans leur berceau. Ils étaient sortis de l'hôpital 2 semaines plus tôt et grandissaient chaque jour en bonne santé et beaux. Elle les avait appelés Emma, Noah et Lily. 3 petits anges qu'elle avait failli payer de sa vie. À côté des berceaux se trouvaient des valises déjà faites. Elle avait décidé de partir. Non pas parce qu'elle n'était pas reconnaissante envers Marcus, non pas parce qu'elle avait peur de lui, mais parce qu'elle ne voulait pas devenir un fardeau. Elle avait retrouvé ses enfants, elle avait obtenu un règlement à l'amiable dans le cadre du procès. Elle pouvait recommencer sa vie loin de Manhattan, loin des souvenirs douloureux,
loin du monde souterrain auquel appartenait Marcus. Tu allais partir sans dire au revoir. La voix grave venait de la porte. Vivian se retourna et vit Marcus appuyé contre le cadre, les yeux gris posés sur elle avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer. « J'allais t'écrire une lettre, dit-elle doucement. Je ne savais pas quoi te dire en face. » Marcus entra dans la pièce et s'arrêta à quelques mètres d'elle. « Alors laisse-moi parler en premier, dit-il. » Elle le regarda et attendit. Marcus prit une lente inspiration. Ce n'était pas quelque chose auquel il était habitué. Parler de ses sentiments, du passé, des blessures qui n'avaient pas cicatrisé. Mais s'il ne parlait pas maintenant, il savait qu'il la perdrait pour toujours. « Tu sais, à propos de Daniel, commença-t-il, d'une voix plus basse que d'habitude. Mon frère, celui qui est mort parce que Preston nous a trahis il y a 8 ans. » Vivian acquiesça. Elle s'en souvenait. Elle n'oublierait jamais. Daniel était la seule personne de ma famille qui croyait encore en quelque chose de bon. Marcus poursuivit. « Mon père m'a appris à tuer avant de m'apprendre à aimer. Ma mère est morte quand j'avais 12 ans. Mais Daniel était différent. Il avait un cœur pur. Il croyait que je pouvais devenir quelqu'un de meilleur. Il fit une pause, serrant les mâchoires. Quand Daniel est mort, la meilleure partie de moi est morte avec lui. J'ai juré de me venger de Preston. J'ai attendu 8 ans. Et quand tu t'es effondré devant moi cette nuit-là, quand j'ai appris que tu étais sa femme, il a croisé le regard de Vivian. J'ai pensé que c'était une opportunité. Te sauver, te protéger, t'utiliser comme un pion sur un échiquier pour détruire Preston. C'était ma première pensée. Je ne le nierai pas. Vivian sentit son cœur se serrer. Elle s'en doutait, mais entendre Marcus le dire lui faisait quand même mal. Mais ensuite, tout a changé, a dit Marcus, d'une voix plus douce. Tu n'étais pas un pion. Tu étais la femme la plus forte que j'avais jamais rencontrée. Tu savais qui j'étais, ce que j'avais fait, combien de sang j'avais sur les mains. Et tu n'as pas fui. Tu ne m'as pas jugé. Tu m'as demandé si j'étais blessé. Il s'est approché d'un pas. Tu as regardé dans les ténèbres qui m'habitent et tu n'as pas eu peur. Tu as vu le monstre et tu es resté. Tu m'as donné quelque chose que personne ne m'avait donné depuis la mort de Daniel. Quoi? Murmura Vivian. Une raison de devenir meilleur. Le silence s'installa. Marcus leva la main et lui caressa la joue, essuyant une larme dont elle n'avait même pas remarqué la présence. Je ne te mérite pas, dit-il. Je le sais. Mes mains sont souillées. Mon âme est sombre. Mais si tu me donnes une chance, je passerai le reste de ma vie à te protéger, toi et les enfants. Non pas parce que je déteste Preston, mais parce qu'il s'était arrêté comme si le mot suivant était trop difficile à prononcer. Parce que je t'aime. Vive le regarda, plongea son regard dans ses yeux gris, qui avaient autrefois été glacés, mais qui brûlaient désormais d'un feu plus doux. Elle regarda le visage d'un chef de la mafia qui se tenait devant elle sans armure, sans armes, avec seulement un cœur nu attendant son jugement. Elle pensa à Preston, qui lui avait dit « Je t'aime », avec des mots mielleux tout en cachant une lame derrière son dos. Elle pensa à Marcus, qui ne prononçait jamais de belles phrases, mais qui était resté à ses côtés à travers toutes les tempêtes. Elle posa sa main sur sa poitrine, où son cœur battait fort sous sa chemise. « Tu penses que tu es l'obscurité, » murmura-t-elle. « Mais l'obscurité ne sauve pas les gens. L'obscurité ne reste pas éveillée toute la nuit au chevet d'un lit d'hôpital. L'obscurité ne pleure pas quand je suis sur le point de mourir sur une table d'opération. » Elle sourit, les larmes coulant toujours. « Tu es une lumière différente, Marcus. Le genre de lumière que seule l'obscurité peut créer. » Elle se mit sur la pointe des pieds et déposa un doux baiser sur sa bouche. Je reste. 1 an plus tard, le domaine de Long Island résonnait des rires des enfants. Emma, Noah et Lily pouvaient désormais ramper, balbutier leurs premiers sons et apprenaient à se tenir debout sur leurs petites jambes. La maison qui semblait autrefois froide et silencieuse était désormais animée par des jouets aux couleurs vives, de magnifiques petits berceaux et l'odeur réconfortante du lait chaque matin. Vivian se tenait près de la fenêtre du salon, regardant le jardin où Marcus était assis sur l'herbe avec les 3 enfants. Emma lui tenait le doigt et gloussait. Noah essayait de grimper sur ses genoux. Lily était allongée contre sa poitrine, les yeux écarquillés, fixant le visage de l'homme qu'elle appelait papa. Papa. Ce mot était apparu pour la première fois 2 mois plus tôt, quand Emma avait pointé Marcus du doigt et babillé Baba. Marcus s'était figé sur place, les yeux gris brillants d'une manière que Vivian n'avait jamais vue.
le plus puissant parrain de la mafia de la côte Est, avait pleuré à cause d'un nom prononcé par un enfant qui n'était pas de son sang. Viven sourit et sortit. Marcus leva les yeux vers elle, un rare sourire apparaissant sur ses lèvres. Un an auparavant, elle n'aurait jamais imaginé que ce visage puisse sourire. Un an auparavant, elle pensait que sa vie avait pris fin sur le trottoir de la 5e avenue. Maintenant, elle avait une famille. Marcus était toujours le patron. Il dirigeait toujours son empire souterrain, assistait toujours à des réunions secrètes, portait toujours un nom qui effrayait ses ennemis. Mais il avait changé. Fini les nettoyages impitoyables, fini la violence gratuite. Il avait fixé de nouvelles limites à son organisation. Pas de femmes ni d'enfants, pas de trafic de quoi que ce soit qui détruisait des familles. « Victor dit que tu as une réunion ce soir », dit Viven en s'asseyant à côté de lui. Marcus acquiesça. « Chicago veut renégocier l'accord. Tu rentreras tard ?» Il la regarda, puis regarda les 3 enfants qui jouaient. « Non, répondit-il. Je serai de retour à temps pour le dîner. » Victor sortit par la porte arrière, le visage aussi froid que d'habitude, mais Vivien remarqua que le coin de sa bouche se relevait légèrement lorsqu'il regardait les enfants. « Patron, il y a un problème à Brooklyn, » rapporta Victor. Marcus se leva, mais avant de partir, il se pencha et embrassa chaque enfant sur le front, puis embrassa Vivien sur la bouche. « Je reviendrai, » dit-il. Vivien le regarda s'éloigner, sa grande silhouette disparaissant derrière le portail. Elle savait qui il était. Elle savait à quel point son monde était dangereux. Mais elle savait aussi que sous cette noirceur se cachait un cœur qui avait appris à aimer. Ce soir-là, Marcus rentra à l'heure pour le dîner, comme il l'avait promis. Ils s'assirent autour de la table, les 3 enfants dans leurs chaises hautes, Vivien et Marcus face à face. Un repas de famille normal, quelque chose que Vivien avait cru ne jamais avoir. Après le dîner, lorsque les 3 enfants furent endormis, Marcus se tint près de la fenêtre, regardant la mer. Vivienne s'approcha et posa sa tête sur son épaule. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle. Marcus resta silencieux pendant un moment. « Je pense à Daniel, dit-il, à ce qu'il dirait s'il pouvait me voir maintenant. Que dirait-il » Marcus sourit, ses yeux gris empreints de douceur. Il dirait que j'ai enfin trouvé quelque chose qui vaut la peine d'être protégé. Vivienne serra sa main plus fort. Dehors, l'océan continuait à déferler. Le monde souterrain était toujours enveloppé de ténèbres. Mais à l'intérieur de cette propriété, il y avait une famille. Il y avait de l'amour, il y avait de la lumière. L'obscurité n'avait pas disparu. Elle avait simplement trouvé quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Cette histoire est la preuve que, même si la vie devient très sombre, elle peut toujours trouver la lumière. Que même les blessures les plus profondes peuvent être guéries par l'amour et la sincérité. Parfois, ceux qui nous sauvent ne sont pas des anges, mais des personnes qui portent leur propre obscurité et choisissent malgré tout de rester à nos côtés lorsque le monde entier nous tourne le dos. N'oubliez pas que la valeur d'une personne ne se définit pas par son passé, mais par ce qu'elle choisit de faire de son avenir. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo avec vos proches afin que nous ayons encore plus de motivation pour vous proposer chaque jour des histoires qui ont du sens. Qu'avez-vous ressenti en regardant cette histoire? Avez-vous déjà vécu un moment où vous aviez l'impression que tout s'écroulait avant de découvrir quelque chose de miraculeux auquel vous ne vous attendiez pas? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions vraiment connaître les histoires et les sentiments qui vous tiennent le plus à cœur. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une santé florissante, une vie joyeuse et une âme paisible chaque jour. Merci d'être avec nous. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.